Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au réseau de neurones. Alors, le but de cette courte vidéo, ce n'est pas de vous donner toutes les clés d'un réseau de neurones, parce que ça demanderait un cours complet. Donc ça, ce ne sera pas ce que je vais faire là. Je vais vous expliquer principalement comment fonctionne un réseau de neurones, en me concentrant sur l'unité du réseau de neurones, le perceptron. Et une fois qu'on aura regardé comment fonctionne un perceptron, un peu dans les détails quand même, on fera un peu d'équations, hein, vous rassurez-vous. Mais une fois qu'on aura compris comment marche un perceptron, je vais généraliser ça très vite avec n neurones pour arriver jusqu'au réseau de neurones. Donc on est parti. Alors, on va donc parler du perceptron, le neurone en informatique. Donc le perceptron, c'est vraiment l'élément de base du réseau de neurones. Il faut vraiment faire une analogie avec les neurones physiologiques. C'est quelque chose qui va prendre des informations, nos mesures principalement, et puis il va être capable de séparer linéairement deux populations, c'est-à-dire qu'il va soit réagir, soit ne pas réagir, exactement comme un neurone qui reçoit des informations. Donc pour tous mes petits schémas, je resterai à deux dimensions. Ici, vous avez x1, x2, deux variables, mais tout ce que je vais donner comme détail sur les équations, ce sera des équations généralisées à n dimensions. Donc le but vraiment de notre perceptron, ça va être de séparer nos deux populations, notre population jaune et notre population violette, ici représentée, et donc de définir ce qu'on appelle une frontière de décision. Elle sera linéaire puisqu'on a un neurone qui va lui faire une opération linéaire. Je vais vous la présenter juste après. Alors, pour nos deux hypothèses, jaune et violette, on va dire que c'est l'hypothèse H0, et comme on fait du numérique, on va dire que la solution c'est y égale 0. Et puis, quand on est jaune, on est dans l'hypothèse H1, et donc on va dire que y est égal à 1. On a deux solutions avec deux valeurs y différentes, y égale 0, y égale 1. On va donc se servir d'un perceptron, et un perceptron, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les caractéristiques, les features, x1, x2 et éventuellement d'autres, dimension xn. Il va calculer un paramètre qui va être une variable aléatoire également, z, et qui va être linéairement construit à partir de x1 et x2. Et puis, grâce à ce paramètre z, on va prédire la classe y, donc je vais la noter ypred pour prédiction, prédite, et on va chercher à faire que notre neurone prédise au mieux les cas jaunes vers les y égale 1 et les cas violets vers les cas y égale 0, donc il va y avoir une phase d'entraînement. Alors j'y reviendrai juste après la phase d'entraînement, mais pour l'instant, regardons comment on va calculer cette variable aléatoire z. Alors en fait, ça va être très très simple. Cette variable aléatoire z, ça va être une transformation linéaire des features, des mesures, x1, x2, xn. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme de ces features, mais je vais les multiplier d'abord par un facteur w qu'on appelle les poids, et je vais mettre un poids par variable. Donc je vais avoir wj, xj, je vais faire la somme de toutes mes variables ici, et puis je vais rajouter éventuellement ce qu'on appelle un biais, donc b ici, et ça me donne ma variable aléatoire z. Et c'est à partir de ça que je vais prendre une décision. Donc, en fait, un neurone, ça ne va pas rester à ce niveau-là. On va faire une deuxième toute petite opération après. Mais regardons ce qui se passe si on s'arrête dans ce point-là et qu'on imagine qu'on a ajusté nos poids et notre biais pour séparer au mieux notre population, c'est-à-dire trouver cette frontière de décision. Ce qu'on va faire avec z, c'est qu'on va supposer que lorsque z est inférieur à 0, c'est-à-dire en dessous de cette courbe qu'on aura ajustée ici avec nos paramètres, et dès qu'on est en dessous, on va considérer que comme z est négatif, alors on va considérer que la réponse y prédite c'est 0. Et puis si z est positif, on va considérer que ypred est égal à 1. Donc la prédiction est égale à 1. Et on se retrouve dans un cas très binaire, puisque si on tombe un tout petit peu au-dessus de la courbe, on va dire y égale 1, et un tout petit peu en dessous, on va dire y égale 0. Alors vous voyez que ça peut poser des problèmes, et en particulier ça pose des problèmes lors de la phase d'entraînement de notre réseau, où on a vraiment à la frontière, on va à peine déplacer qu'on va se retrouver avec des poids qui vont changer très très rapidement. Donc on ne va pas utiliser directement z, on va lui appliquer une fonction pour pouvoir avoir quelque chose de plus lisse. Alors cette fonction, c'est ce qu'on appelle une fonction d'activation, on la note A de z, et alors il y en a plusieurs, des fonctions d'activation, mais une qui est très très utilisée, et je vous la présente, c'est la sigmoïde. Une sigmoïde, c'est une fonction a de z qui est égale à 1 sur 1 plus exponentielle de moins z, qui est très très couramment utilisée parce qu'elle est non linéaire, mais elle est continue. Et donc on se retrouve avec une fonction qui va varier entre 0 et 1, et on va ajuster en fait
avec notre entraînement, on va ajuster notre fonction pour que exactement le 0,5 ici, qui est la position symétrique de notre fonction sigmoïde, corresponde à notre frontière de décision. Donc si on part sur la droite, là on aura une valeur supérieure à 0,5 et on dira que notre prédiction est compatible avec y égale 1. Et si on va sur la gauche, ici, on sera inférieur à 0,5 et on dira que notre prédiction est compatible avec y égale 0. Et en fait, ce qu'on va faire dans la phase d'entraînement, c'est qu'on va se débrouiller pour que A corresponde au maximum avec les vraies valeurs. C'est-à-dire que A corresponde à 1, colle avec 1 lorsque y est égal à 1 sur notre jeu d'entraînement, et as de z vaut 0 lorsque notre jeu d'entraînement vaut y égale 0. Donc on va mettre ça de côté. Et avant de vous présenter la phase d'entraînement, même si je l'ai un petit peu expliqué là, en tout cas l'objectif de la phase d'entraînement, on va regarder maintenant comment on fait pour justement faire cette phase avec une petite étape qu'il faut voir avant de pouvoir faire ce calcul. Donc ici, il faut s'apercevoir qu'on a en fait un processus de Bernoulli et que notre fonction d'activation, comme elle varie entre 0 et 1, on peut la voir comme une probabilité. Donc en gros, A de Z va nous donner la probabilité que Y soit égal à 1. Et plus on va augmenter A, plus on va être de ce côté-là, plus on va considérer que Y est égal à 1. On va prendre ça comme une probabilité que notre événement ressemble à Y égale 1. Donc on peut dire que 1 moins A à Z, c'est la probabilité d'être Y égale 0. Et finalement, on se retrouve avec un processus de Bernoulli, c'est-à-dire à deux solutions possibles, Y égale 0 ou Y égale 1. Et ça, on sait écrire cette probabilité. Donc la probabilité que grand Y soit égal à petit y, c'est égal à A de Z Y fois 1 moins A de Z, 1 moins Y. Et ça, c'est donc la probabilité donnée par Bernoulli. Je vais mettre ça de côté. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est faire qu'on se trompe le moins possible. Donc si on a des événements qui sont réellement Y égale 1, et qu'on les reconstruit ici, on va chercher à les reconstruire le plus possible vers la droite. Donc ici, on a une reconstruction qui est meilleure que celle-là, hein, alors qu'ici, on aura une reconstruction, là, la réalité, ce serait Y égale 1, mais là, on est du côté où A est très faible, donc on aimerait que changer nos poids dans notre neurone pour que ce point-là, il bascule de l'autre côté de la courbe. Hein, donc c'est ce qu'on va chercher. Donc on peut définir une erreur, c'est pas ce qu'on va vraiment utiliser, je reviendrai juste après ce qu'on va utiliser pour entraîner notre perceptron, mais on pourrait définir l'erreur comme la norme entre Y moins AZ, c'est-à-dire cette distance-là, et on va chercher à minimiser cette distance. En fait, on ne va pas tout à fait prendre cette stratégie, même si elle peut être, on pourrait l'utiliser. Hein. La stratégie qui est le plus utilisée, c'est un maximum de vraisemblance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des M données d'entraînement, dont on connaît donc les paramètres, YI, hein, et on connaît l'hypothèse YI. Pardon, j'ai dû dire X, Y au milieu de X, donc je me reprends tout de suite. Voilà, je ne ferai pas de montage. Donc, donc vous avez XI, ce sont les paramètres, et YI, ce sont la classe. Est-ce que c'est Y égale 0 ou Y égale 1 ? Ils sont connus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, une fois qu'on est passé à travers notre neurone, on va calculer la fonction A pour chacune des données d'entraînement, et on va lui calculer le A associé à la vraie valeur de Y. Donc on va calculer la probabilité A de ZI YI fois 1 moins A de ZI exposant 1 moins YI, et on va faire le produit de toutes ces probabilités. Donc c'est la probabilité d'avoir trouvé finalement la bonne valeur de YI, c'est ça, et on va faire le produit sur toutes nos données d'entraînement. Et ça va être une vraisemblance, et ce que l'on va chercher, par un mécanisme itératif, on va chercher à maximiser cette probabilité, c'est-à-dire qu'on va chercher à ce que notre construction colle au mieux avec la vraie valeur de YI. Ok, alors en fait, dans les faits, on ne travaille pas sur la vraisemblance, parce que si vous regardez bien, c'est un produit de probabilité. Or, quand vous faites un produit de probabilité, c'est des choses qui sont plus petites que 1, et donc plus vous avez de données, plus M est grand, plus ce produit va devenir très petit. Et donc, on ne va pas se servir de la vraisemblance directement, mais on va utiliser le log de la vraisemblance,
qui nous permet de faire un truc beaucoup plus simple. On va prendre donc le log de cette formule, on appelle ça le log likelihood en anglais, c'est pour ça LL, et on va prendre le log de cette équation. Alors si on regarde un petit peu, quand on prend le log d'un produit, ça devient la somme des logs, donc ça rend les choses plus simples. Et puis après, quand on prend le log de produit, alors ici j'ai noté log à l'anglaise, mais c'est bien la fonction log népérienne, mais vous la trouverez le plus souvent en version anglaise, donc on va mettre log pour le log népérien. Et donc là, on peut développer notre log, donc c'est log de AI puissance yi plus log de 1 moins AI puissance 1 moins yi. Et donc on peut encore simplifier ça en faisant redescendre ici l'exposant. Donc on a une somme de i égale 1 à m de yi log de AI plus 1 moins yi log de 1 moins AI. Voilà ce qu'on obtient. Et on va chercher donc à maximiser cette vraisemblance. Alors en fait, si vous faites du machine learning, on va pas maximiser la vraisemblance, on va minimiser une fonction de coût. Donc ça, c'est usuel, c'est comme ça qu'on fait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on définit une fonction de coût qui est en fait la fonction de vraisemblance que vous avez ici, exactement la même chose, mais on va la multiplier par 1 sur m. Le 1 sur m, c'est pour la normaliser, puisque comme ça, même si on a plus de données, mais on a quelque chose de comparable, et on va mettre un moins. Comme ça, on se retrouve à devoir minimiser plutôt que maximiser. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la fonction de coût, la loss function, log loss, le log de la loss function, pour être précis, et on va la noter L, et on va chercher à minimiser cette fonction de coût. Ok, alors maintenant, comment allons-nous faire pour minimiser cette fonction de coût? Eh bien, il faut en fait ajuster nos poids W dans notre neurone, WJ ici, et notre biais B pour minimiser donc cette fonction loss, sachant qu'elle est calculée avec notre sigmoïde, notre fonction d'activation. Vous avez ici les trois fonctions importantes, et donc on va chercher à minimiser cette fonction par rapport à tous les WJ et par rapport à B. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode du gradient. Et l'idée est très simple, même si là je l'ai schématisé à une dimension, donc ça se comprend très très bien à une dimension, mais après on peut imaginer ce qui se passe à n dimensions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier notre fonction loss en fonction de notre variable, par exemple ici W1, on a cette fonction, on va calculer avec la valeur que l'on a à un moment t, on va calculer le gradient à la position que l'on a ici, et on va en fait descendre notre gradient, c'est-à-dire qu'on va aller dans la direction inverse du gradient pour essayer de se rapprocher de la position du minimum. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la descente de gradient, et en fait, donc c'est un processus vraiment itératif. Je vais dire donc que W à l'étape t plus 1, WJ à l'étape t plus 1, c'est la valeur de WJ à l'étape t moins alpha fois la dérivée de L par rapport à WJ à l'instant t, calculé à l'instant t, à l'étape t. Alors, vous voyez que ça, c'est le gradient, en tout cas, c'est la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à oméga j, mais il faut le faire sur tous les oméga, donc voilà, j'ai dit oméga, pardon, c'est W, sur tous les W, et ici, c'est la valeur précédente. Donc, on va comme ça s'approcher petit pas à pas vers notre minimum. Et donc, on a bien une descente de gradient. Le terme alpha ici, c'est une constante qu'on va choisir. On appelle ça un des hyperparamètres de notre réseau de neurones. Et donc là, quand on en a qu'un, c'est un des seuls, d'ailleurs, hyperparamètres de notre perceptron. On appelle ce coefficient le learning rate, parce que c'est le taux d'apprentissage. Et si on le choisit trop petit, on va descendre très 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 doucement. Donc, on va mettre beaucoup de temps pour trouver le minimum. Si par contre on le prend trop grand, on pourrait imaginer qu'on descend là, puis après on remonte ici, puis après on redescend là, puis en fait on va pas trouver notre minimum parce qu'on va passer d'un côté à de l'autre, autour de notre minimum. Donc ce learning rate, en fait, il est très important à bien choisir, et il y a des techniques pour le choisir proprement. On peut par exemple donner une certaine valeur qui va diminuer au cours du temps en supposant qu'on va d'abord s'approcher vite de notre minimum puis après freiner. Donc il y a tout un tas de techniques pour choisir proprement ce learning rate. En tout cas, pour essayer de trouver un learning rate qui va vous permettre de trouver le plus rapidement possible les poids que vous devez mettre, ainsi que le biais que vous devez mettre pour que votre perceptron
se positionne sur enfin, maximise la fonction de vraisemblance. Alors, en fait, si vous regardez bien vos équations, calculer la dérivée de notre fonction de coût par rapport à oméga, par rapport à W, je vais y arriver, par rapport à W, en fait, il faut faire des dérivés, des changements de variables. Donc, la dérivée partielle de L par rapport à WJ, c'est la dérivée de L par rapport à I, fois la W de I par rapport à ZI, fois la dérivée de ZI par rapport à WJ. Donc voilà, ça c'est quelque chose de classique. Donc on va calculer ensemble ces dérivés partiels. Donc la fonction de log, en fait, n'est pas très compliquée à dériver, puisqu'on va la dériver par rapport à AI que vous avez ici et là. Donc les YJ, les YI, pardon, et les ici et là sont des constantes. Le 1, moins 1 sur M aussi, et la somme, on va la conserver. Donc on va voir que la dérivée de L par rapport à I, c'est juste la dérivée du log, donc c'est 1 sur AI, et juste la dérivée de 1 moins AI, donc ça va vous donner moins 1 sur 1, moins 1 sur 1 moins AI, et donc on obtient quelque chose de très très simple, qu'on peut d'ailleurs écrire plus facilement, mais je vais le garder comme ça pour l'instant. On verra que la forme ici va permettre de faire les calculs simplement. Donc maintenant, on va s'intéresser à la dérivée de AI par rapport à ZI. Donc ça, c'est sûrement le plus simple des opérations à faire. Bon, vous dérivez votre fonction en 1 sur U, donc ça fait U' sur moins U' sur U carré. Donc voilà, on a la dérivée qui est ici. Et puis quoi d'autre après, on n'a plus qu'à dériver. Alors oui, si, on va faire une petite transformation, pardon. Cette transformation est intéressante parce que si on garde cette forme-là, on a une équation qui a l'air compliquée, enfin, qui n'est pas très compliquée, mais en tout cas qui fait apparaître a priori rien. Alors vous pouvez mettre un 1 sur 1 plus exponentielle de moins ZI en facteur. Donc ça, on reconnaît la fonction A directement. Et si je fais ça, il me reste exponentielle de moins ZI sur 1 plus exponentielle de moins ZI, et je peux lui rajouter plus 1 et moins 1 au numérateur, ce qui n'a aucune influence. Mais vous voyez qu'on va pouvoir encore simplifier, puisqu'on va faire apparaître une fonction sur elle-même, et un moins 1 sur la fonction qui est ici, et c'est encore A. On se retrouve avec un truc du style AI, facteur de 1 moins AI. Donc, voilà, vous voyez la dérivée de AI, c'est très simple, c'est AI, facteur de 1 moins AI. Et enfin, il nous reste à calculer le dernier terme, la dérivée de ZI par rapport à WJ. Donc on va dériver ZI par rapport à WJ, et bon, c'est linéaire, donc forcément on trouve XJ. XJ qui est un paramètre de notre calcul, ce n'est pas une variable. Donc une fois qu'on a ça, on peut remplacer chacun de ces termes par ce qui est marqué à droite, et on obtient l'équation suivante. Donc on a le premier terme qui correspond à la dérivée ici de L par rapport à I, fois la dérivée ici de AI par rapport à ZI, fois la dérivée de ZI par rapport à WJ, et on obtient tout ça. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé cette forme, parce que vous voyez que ça va être... le AI va faire disparaître ce terme-là, il ne faut pas oublier que ça va multiplier ça, et puis le 1 moins AI va faire disparaître ce terme-là, alors le AI va multiplier que le numérateur. Et donc on obtient un truc très très simple, que vous voyez ici, et qu'on peut encore simplifier, il suffit juste de développer ce qui est ici. Donc vous avez YI fois 1, donc ça fait YI moins YI, et moins AI, moins AIYI. Donc en fait, les termes en YI, AI vont se simplifier, et donc on obtient un truc vraiment très simple, moins 1 sur M, somme de I égale 1 à M de YI moins AI, le tout fois XJ. Et ça vous donne la dérivée de L par rapport à WJ. Ok, je mets ça de côté. Alors, on a fait tous les W, en fait, parce que c'est exactement la même forme. Il faut juste changer, faire les différentes features que vous avez, donc de I et de J égale 1 à N, en fonction du nombre de features que vous avez. Maintenant, la chose à faire, c'est faire la dérivée par rapport à B de L. Donc en fait, ça va donner la même chose. Vous avez exactement la même chose, mais à la fin, plutôt que de dériver ZI par W, vous allez dériver par B. Alors la dérivation par rapport à B est très simple, puisque B est une constante, donc ça fait 1. Donc en fait, on a exactement les mêmes termes ici et là, mais ici, par contre, on va avoir 1. Donc on se retrouve avec quelque chose de plus simple, et finalement, ça revient juste à faire disparaître le XJ, qui était apparu avec la dérivée ici par rapport à WJ. Donc voilà pour la dérivée partielle de L par rapport à B.
On garde ça dans un coin, et en fait, ce qu'on va faire, c'est ce que je vous ai dit, hein. On va, avec un processus itératif, calculer les nouveaux WJ et le nouveau B à l'étape T plus 1, en connaissant la valeur à l'étape T, moins alpha fois le gradient, enfin fois la dérivée partielle qu'on a calculée sur la fonction de coût par rapport à notre variable WJ, et ici WB. Enfin, pardon, B. Donc ça nous permet de faire de la descente de gradient. Alors c'est un processus qui va être itératif, hein, et on va donc faire une boucle, donc je vous le récapitule. D'abord, on va appliquer notre modèle, qui va nous permettre de prédire si finalement on est compatible, on va chercher à faire correspondre notre valeur de A avec la valeur de Y de chacun de nos événements d'entraînement. On va donc calculer notre fonction de coût, on va calculer notre gradient, on va utiliser notre descente de gradient et on va itérer comme ça un certain nombre de fois, et ce qui va nous permettre d'ajuster les poids et le biais de notre perceptron, et comme ça obtenir la meilleure frontière de décision. Voilà, alors un petit jeu que je vous propose de faire si vous êtes un peu à l'aise en informatique, c'est de faire vous-même ce calcul avec par exemple deux variables aléatoires que vous créez. On peut x1, x2, puis vous pouvez faire toute l'algorithmique, ça marche très très bien, et c'est pas très compliqué à coder, et puis après on peut généraliser ça facilement à n dimensions. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on parle de réseau de neurones? Un réseau de neurones, c'est plus compliqué, mais finalement, l'élément essentiel, c'est le perceptron. Donc en gros, ça se représente souvent par un réseau, hein, vous voyez comment ça fonctionne. Vous avez ici nos features, x1 à xn, donc nos données, hein, qu'on a ici. On va avoir une première couche de perceptrons qui vont prendre les données. Alors, on peut faire une couche où chaque perceptron va prendre toutes les données. On appelle ça une couche totalement connectée. Mais on peut très bien dire que A1 prend les données x1, x2, mais pas x3. Et puis A2 va prendre x2, x3, mais pas x4. Enfin, on peut faire des choses un peu compliquées, hein. Ça va être quand on commence à rentrer dans le détail de la conception d'un réseau de neurones. En tout cas, on va donc avoir une couche de features qui va être connectée à une première couche de perceptrons, qui va donc chacun avoir des poids et des biais. Hein. Ils ont leur poids et leur biais associés. Et puis, le résultat, cette fois-ci, de chacun des perceptrons, plutôt que de les utiliser, on peut les envoyer dans un autre perceptron derrière lui. Donc on va faire comme ça des couches successives. C'est pareil, on peut connecter ce neurone-là à celui-ci, et celui-ci, mais on peut très bien décider de ne pas le connecter à celui-ci. Ça, c'est vraiment de la réflexion sur comment faire passer les choses. Alors souvent, ça marche pas mal par test. On va tester des différents types de réseaux pour voir si on doit les connecter ou pas, hein, et obtenir ce que l'on veut. Et ainsi de suite. Donc on va faire passer nos données qui vont s'ajuster les uns dans les autres. Alors comme on fait passer quelque chose qui est linéaire dans un autre résultat qui est linéaire, qui est encore linéaire, on va créer des choses qui finalement ne sont plus linéaires et qui vont être capables de s'ajuster à nos données et en faire sortir ce qui nous intéresse. Et dans un réseau de neurones, on peut avoir plusieurs classes de sortie. Donc par exemple, on peut avoir ici une classe Y1, Y2, YK. Par exemple, si vous essayez d'identifier des particules, proton, je sais pas, je vais dire proton, électron, photon, pion, par exemple, vous pourriez très bien avoir ici, est-ce que je suis compatible ou pas avec un proton, est-ce que je suis compatible ou pas avec un électron, etc. Et donc, vous allez entraîner votre réseau avec des données ou des Monte Carlo en connaissant la classe de sortie. Donc, par exemple, ici, on sait que c'est un proton, donc on va mettre 1 ici et 0 partout, et on va entraîner, calculer notre fonction de coût sur l'ensemble, et chercher à minimiser notre fonction de coût pour que notre réseau donne le moins d'erreurs possible. Donc là, l'ordre de l'apprentissage sera toujours la même chose. On va donc prendre nos données connues d'apprentissage, on va les faire passer à travers notre modèle, on va obtenir une prédiction, Y1, Y2, YK, on va calculer une fonction de coût qu'on aura définie, hein. On va calculer les gradients, on va faire la descente de gradient, donc il faut calculer le gradient ici, mais calculer le gradient là, et ainsi de suite. On va remettre à jour nos poids, et on va recommencer.
on va refaire une boucle, et ainsi de suite, pour que nos poids s'affinent et pour que nos sorties correspondent au mieux à notre connaissance de notre lot d'entraînement et avoir une fonction de coût minimale. Et une fois qu'on a ça, la règle, c'est de tester notre réseau de neurones une fois qu'il a appris sur des données qu'on n'a pas utilisées pour l'entraînement. Parce que le risque, quand on se sert, un des risques, quand on se sert d'un réseau de neurones, c'est qu'il arrive à surentraîner et donc à trop voir des choses spécifiques à notre jeu d'entraînement. Donc pour vous faire comprendre le phénomène de surentraînement, je vais prendre un petit exemple un peu abusé. Imaginons qu'on ait quelques événements d'entraînement et qu'en fait on y associe à chaque fois un neurone. Donc on met autant de neurones que de données d'entraînement. Et on se retrouve dans la situation où nos neurones ont appris parfaitement chacun des événements. Donc si on lui donne l'événement exact, il va tout de suite dire « ah bah c'est bon, c'est ça ». Il va très bien cataloguer les choses, donc la classification va très très bien marcher, parce qu'il aura tellement appris les données qu'il les connaîtra par cœur. Donc il aura une fonction de coût qui sera très très faible, très peu d'erreurs. Maintenant, si je lui donne une nouvelle donnée, elle ne fera pas partie des exemples, et donc on ne sait pas trop ce que va faire le réseau. Donc ça, c'est une situation de surentraînement. Il ne faut pas qu'on arrive à ça. Il faut que le réseau de neurones voit les choses générales dans vos données, mais il ne faut pas qu'il voit les choses trop spécifiques. Et donc, trop d'itérations, ça peut être dangereux, parce que on peut se retrouver dans une situation où notre réseau surentraîne. Donc, il y a des techniques pour éviter ça, et il y a des façons de vérifier qu'on a surentraîné ou pas. Et donc, pour vraiment tester si notre réseau de neurones fonctionne bien, on l'entraîne sur un jeu de données connu, une donnée d'apprentissage, on sait les classifier, donc on lui dit voilà, les résultats c'est ça que tu dois trouver, et après on le teste sur un autre jeu de données dont on connaît la solution, le résultat, pour vérifier que ça fonctionne bien ou pas, et c'est avec ce second test qu'on peut donner les performances de notre réseau de neurones. Voilà, donc ça c'est un sujet qui est un peu vaste et complexe, je ne vais pas en discuter trop longtemps, mais il faut savoir qu'on peut faire des bêtises quand on se sert d'un réseau de neurones, donc il faut bien sûr faire bien attention et apprendre au fur et à mesure comment ça fonctionne. Mais j'espère que cette vidéo vous aura montré globalement comment marche un réseau de neurones et que ça vous permettra de bien approcher ça lorsque vous tomberez dessus quand on fait de l'analyse de données, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'analyses se servent de réseaux de neurones.